Le 28 janvier 1971, dans la ville de Richmond, dans l'État de Virginie aux États-Unis, un fusil sort discrètement de la fenêtre d'une maison banale de la ville. Après quelques secondes, un coup de feu retentit et une femme occupée à étendre son linge s'effondre au sol. Cet événement allait être le point de départ du périple macabre d'un des gangs les plus terrifiants des États-Unis. Bonjour à toi, âme innocente, je suis Azazel, l'archange des ténèbres. Je suis venu dans ton monde pour sonder le plus sombre de l'âme humaine. Aujourd'hui, je vais donc te raconter l'histoire terrifiante et sanglante des frères Brailey. Mais avant que je ne débute ce récit, suis ton destin et abonne-toi à cette chaîne. L'heure est maintenant venue de plonger avec moi dans les abîmes. Notre histoire débute le 26 mars 1954, dans la ville de Richmond, dans l'État de Virginie aux États-Unis. Ce jour-là voit la naissance du petit Linwood Brailey. Linwood était le second enfant du couple formé de Bertha et de James Brailey. Au moment de la naissance du petit Linwood, la famille Brailey vivait dans une maison du quartier Highland Park, à Richmond, un quartier typique de la middle class américaine. Bertha était une mère très aimante et travaillait dur dans les cuisines de la Virginia Union University pour subvenir aux besoins de la famille. James Brailey, le père, était lui aussi très aimant et à l'instar de sa femme Bertha, travaillait aussi dur dans une usine de béton de Richmond. Globalement, la famille Brailey était très appréciée du voisinage et les Brailey étaient connus pour être de très bonnes personnes. Pour preuve, l'ancien maire de Richmond, Dwight Jones, déclara plus tard concernant Bertha que celle-ci était l'une des personnes les plus adorables qui lui était offert de rencontrer. Ceci témoigne sans conteste de la bonne réputation dont disposait la famille Brailey. L'arrivée du petit Linwood en 1954 a été une source de joie immense pour James et Bertha, ainsi que pour son grand frère, né 2 ans plus tôt, le 7 juillet 1952, Edward Jerome. La petite enfance de Linwood se passe donc le plus normalement du monde, dans la chaleur du foyer familial et entouré de l'amour de ses parents. 2 ans plus tard, le 6 juin 1956, naît le 3e frère Brailey, James Darryl. Là aussi, cette naissance a amené énormément de joie dans la famille. Encore 2 ans plus tard, le 17 février 1958, va naître le 4e et dernier frère Brailey, Anthony Ray. Les premières années de la fratrie Brailey se passent tout à fait normalement. Rien de spécial n'est à signaler. Au fil des premières années, les frères vont donc tous fréquenter la même école, la Highland Park Public School. Le début de leur cursus scolaire se passe très bien. Linwood Brailey était même considéré comme un élève très brillant et très intelligent. James, le père de famille, déclara même plus tard que Linwood était pratiquement un enfant surdoué. Et très vite, Linwood va devenir un véritable modèle pour ses 2 petits frères, James et Anthony. Mais jusque-là, tout se passait bien, il n'y avait rien de particulier à signaler. Vers l'âge de 11 ans, et suivi par ses petits frères, Linwood va commencer à développer une fascination envers les animaux exotiques et dangereux. Et la fratrie commence à collectionner des tarentules, des piranhas, des serpents venimeux et des boa constricteurs. Ils avaient aussi en parallèle de ces collections un élevage de souris. Celles-ci étaient élevées dans le but unique et ultime de nourrir leurs serpents. Leurs amis déclareront plus tard que les frères Brailey, encouragés par Linwood, adoraient voir leurs serpents attaquer et tuer les souris pour les manger. Selon les psychiatres qui étudieront le cas des frères plus tard, il est évident qu'à cet âge-ci, les frères Brailey commençaient à développer une véritable fascination pour la prédation. Une fascination qui ne va jamais réellement les quitter. À cette même période, correspondant à l'entrée dans l'adolescence de Linwood, l'attitude des 3 frères Brailey, Linwood, James et Anthony, commence radicalement à changer. Là aussi, sous l'impulsion de Linwood, eux, si calmes et travailleurs à l'école, deviennent très vite des harceleurs. Les étudiants qui les côtoieront à cette époque diront d'eux qu'ils étaient devenus de véritables tyrans.
Ce changement radical de personnalité est encore à ce jour assez incompréhensible. Quoi qu'il en soit, il semblerait que le changement de personnalité des trois frères ait aussi impacté la famille Brailey elle-même, puisqu'à la même période, le grand frère de Linwood, Edward Jerome, a demandé à partir de la maison pour rejoindre la maison de sa tante, à Hamilton, dans l'État de Caroline du Sud. Bertha, sa mère, accepte son départ à condition que sa tante Lizzie Williams accepte de le recevoir, ce qu'elle fera quelques jours plus tard. Ce départ précipité du frère aîné témoigne de quelque chose de grave se déroulant chez les Brailey. Edward Jerome avait-il peur de Linwood, James et Anthony? Selon les psychiatres qui étudieront le cas des frères plus tard, il est évident que Edward Jerome fuyait quelque chose, peut-être la violence de ses frères. La suite de l'histoire de la famille va appuyer ce point de vue. Mais à part ces quelques signes et la réputation de harceleur des trois frères, rien n'est encore à signaler. Début février 1969, les parents des trois frères, Bertha et James Brailey, décident de se séparer pour une raison inconnue. La séparation du couple se fait sans qu'il y ait de demande de divorce. Bertha Brailey restera à Richmond et ira vivre à quelques minutes de la maison familiale. James Brailey, le père, quant à lui, restera dans la maison et prendra à sa charge d'élever leur fils. Ce départ précipité de la maison familiale de Bertha pose question. Selon les psychiatres qui étudieront le cas plus tard, il semblerait qu'au fil du temps, les trois garçons faisaient peser un véritable sentiment de peur dans la maison. Il semblerait qu'à cause de cette atmosphère pesante, leur mère, Bertha, ait été de plus en plus effrayée en leur présence. Cette peur pourrait donc être la raison principale de son départ. Une autre information fuitera plus tard et viendra appuyer ce sentiment d'insécurité ressenti par les parents. Quelques semaines après le départ de Bertha de la maison, James, le père, a installé une serrure supplémentaire à l'intérieur de sa chambre. Une serrure lui permettant de cadenasser sa chambre de l'intérieur. Cette information n'est pas anodine. À cette période, James ne vivait qu'avec Linwood, James et Anthony. Et il n'avait aucune raison de vouloir s'enfermer dans sa chambre, sauf s'il ressentait un sentiment de terreur envers les garçons. Le départ de Bertha et le cadenassage de la chambre de James en dit long sur l'ambiance de la maison. Nous voyons qu'à ce stade, à la fin des années 60, la situation devenait véritablement critique et le point de non-retour n'allait pas tarder à être franchi. Le 28 janvier 1971, la journée d'Orline Christian, 57 ans, une voisine de la famille Brailey, débute normalement. Après avoir fait quelques courses en début de matinée, celle-ci rentre chez elle et décide de commencer à étendre le linge de la famille sur les cordes à linge de son jardin. Après quelques minutes à étendre son linge dans le jardin, un léger claquement métallique se fait entendre et Orline se fige net, comme foudroyée. Après quelques secondes, elle s'effondre lourdement au sol. Le fils d'Orline arrivera quelques minutes plus tard et découvrira le corps de sa mère décédée dans le jardin. Pour la famille, il ne faisait aucun doute. Orline venait de décéder d'une crise cardiaque. Il n'y avait aucune autre preuve visible d'une autre cause de décès. Pour la famille, Orline devait encore être sous le choc du décès de son mari, survenu quelques semaines plus tôt, et cela l'avait rendue fragile du cœur, et était d'ailleurs soignée pour cela. Après quelques jours, et sans aucune autre question, la famille commence à prendre ses dispositions pour l'enterrement. Comme il est de coutume, et après avoir pris en charge le corps, les pompes funèbres font parvenir les vêtements d'Orline datant du jour de son décès à la famille. À la réception des vêtements, la famille les déballe et voit une trace suspecte, une trace rouge située sous l'aisselle. La famille, surprise, appelle donc les pompes funèbres et demande que le corps soit examiné, spécialement sous les aisselles. Très vite, le personnel des pompes funèbres découvre une blessure. La police est bien entendu appelée sur le champ, et après quelques heures, la conclusion de la police scientifique arrive. Cette blessure sous l'aisselle était une blessure par balle de petit calibre. La cause du décès est donc réévaluée. Il ne s'agit plus d'une cause naturelle, mais d'un meurtre. La police commence donc son investigation dans le jardin de la victime, car le corps ne semblait pas avoir été déplacé. Un des détectives de la police, qui avait le rapport du légiste sous les yeux,
finit par déduire la dernière position de la victime lorsque celle-ci a été touchée. Et il réussit avec une planche de bois simulant l'angle d'entrée de la balle dans le corps de déterminer le point d'origine de la balle. Et cet outil pointait directement la maison des Brailey, et plus précisément la fenêtre de la chambre des enfants de la famille. La police récupère donc un mandat de perquisition et frappe à la porte de la maison des Brailey. Après quelques minutes de discussion avec James Brailey, le père, il apparaît que le jour du meurtre d'Orline Christian, Linwood Brailey était seul à la maison. La police décide de fouiller la chambre de Linwood et découvre un fusil de calibre 22 posé près de l'armoire. Linwood, 16 ans, est donc arrêté et emmené au poste de police pour un interrogatoire. Linwood va rester très calme et va nier avoir tiré intentionnellement sur Orline. Il dira qu'il s'entraînait au tir par la fenêtre, mais qu'il n'avait tiré sur personne. La police insistera, essayant de dévoiler les véritables intentions de Linwood Brailey. Et Linwood va réagir. Une réaction qui va surprendre toutes les personnes présentes lors de cet interrogatoire. Il va rester calme et dire aux enquêteurs « Mais de toute façon, ça n'a aucune importance. Cette femme était malade du cœur et elle allait mourir de toute façon. » Les psychiatres qui étudieront le cas de Linwood plus tard diront que cette phrase était une démonstration flagrante du manque d'empathie du jeune Linwood. Quoi qu'il en soit, Linwood va passer devant le juge en 1971. L'avocat de Linwood ne réussira pas à convaincre le juge que le tir était accidentel. Mais Linwood Brailey étant mineur, il ne reçut qu'une peine réduite d'1 an de détention dans une maison de correction de la ville de Richmond. Linwood purgera sa peine et sortira libre de la maison de correction en 1972. Il est alors âgé de 17 ans. D'après les psychiatres qui étudieront le cas des frères Brailey plus tard, le retour de Linwood, après son incarcération, a été un nouveau point de bascule dans le parcours criminel des frères Brailey. Il semblerait qu'à son retour, le sentiment d'impunité de Linwood était au plus haut. Il avait commis un meurtre et il était déjà de retour auprès de sa famille. 1 an après. Ses frères, alors âgés de 13 et 15 ans, étaient en admiration devant lui. Il était devenu leur modèle. Il était devenu un exemple de ce qu'il fallait accomplir pour devenir un homme respecté. Dès le retour de Linwood, les 3 frères, Linwood, James et Anthony, débutent donc leur parcours criminel, faisant des cambriolages et autres vols. En 1973, 1 an après le retour de Linwood de la maison de correction, James Brailey, le petit frère de Linwood, décide de cambrioler la caisse d'un magasin. Lors de ce cambriolage, un témoin va alors prévenir la police. L'agent Cecil Glunt, qui se trouvait dans le quartier, est donc appelé sur place. À son arrivée devant le magasin, il surprend James Brailey en train de fuir. Il se lance donc à sa poursuite. Et au bout de quelques minutes, une fusillade éclate entre James Brailey et l'officier de police Glunt. Après quelques échanges de tirs, Cecil Glunt réussit à toucher James au flanc. Une blessure qui ne sera pas mortelle, mais qui sera suffisante pour le mettre hors d'état de nuire. James Brailey sera donc arrêté sur le champ, soigné et sera condamné à 6 ans de prison. Après l'incarcération de James Brailey, Linwood et Anthony Brailey décident de se tenir à carreau quelque temps. Durant cette période, en 1976, les 2 frères feront aussi la connaissance de leur voisin, Duncan Meekins, 13 ans. Duncan Meekins était fasciné par l'aura des frères Brailey. Au bout de quelques semaines, celui-ci décide de passer pratiquement tout son temps libre en leur compagnie. Et de leur côté, Linwood et Anthony, étant séparés de leur frère James à cette période, décident de prendre le petit Duncan Meekins sous leurs ailes, et ils le feront progressivement participer à leurs actes criminels. En 1978, James Brailey profite d'une libération conditionnelle avant le terme de sa peine et rejoint ses frères ainsi que la nouvelle recrue du gang, Duncan Meekins. Et c'est ainsi que se termine l'année 1978. Les frères Brailey étaient devenus une véritable organisation criminelle, crainte dans Richmond, et ils semblaient ne plus avoir de véritables limites. Et l'année 1979 va débuter, une année qui va déchaîner leur folie meurtrière. Le 12 mars 1979, à 21h, Virginia et William Butcher se reposaient chez eux après une longue journée de travail.
dans leur maison de Richmond. Tout se passait paisiblement lorsque la sonnette de la porte retentit. Étonné de cette visite tardive, le couple suppose que cela devait être le livreur de journaux qui était venu récupérer sa paye. William se dirige donc vers la porte, met la chaîne sur l'entrebâilleur et ouvre. Devant lui se présente un homme afro-américain, propre sur lui. Comme vous le devinez, il s'agit effectivement de Linwood Brailey. Dès l'ouverture de la porte, Linwood dit à William que sa voiture était tombée en panne à quelques rues de là et qu'il aurait besoin de passer un coup de fil afin d'être dépanné. William Butcher, n'ayant pas la moindre inquiétude, enlève la chaîne de l'entrebâilleur et ouvre la porte. Linwood se jette alors sur la porte et la pousse violemment, faisant tomber William au sol. Il sort ensuite son arme et entre dans la maison suivi de James, Anthony et Duncan. Virginia Butcher, qui voit débarquer les 4 hommes chez elle, est sur le point de crier. Mais James se saisit alors de son mari, William Butcher, et la menace de lui couper l'oreille si celle-ci crie. Suite à cette menace, Virginia, terrorisée, réussit néanmoins à garder son calme. Linwood Brailey ordonne ensuite à Duncan Meekins d'emmener le couple dans la chambre et de les attacher sur leur lit, ce que le jeune homme fera sans hésiter. Après que le couple soit fermement attaché au lit, les 4 hommes commencent à fouiller et à saccager la maison, pièce par pièce, s'emparant de chaque objet semblant avoir de la valeur. Après quelques minutes, Linwood demande à James d'aller récupérer les jerrycans d'essence qui étaient dans la voiture. James s'exécute sur le champ. Il revient quelques secondes plus tard avec 3 bidons rouges. Les 4 hommes s'emploient ensuite à répandre l'essence dans tous les coins de la maison, sans oublier d'en asperger le couple attaché au lit et totalement en panique à ce moment-là. Linwood Brailey sort alors une allumette et met le feu à la maison, avant de s'enfuir avec son gang et son butin. William Butcher, dans un effort surhumain, réussit à se libérer de ses liens et à libérer sa femme avant de s'enfuir de la maison en feu. La maison des Butcher partira en fumée ce soir-là, mais heureusement, le couple s'en sortira sans la moindre égratignure. William Butcher déclara plus tard qu'il devait leur salut au manque d'expérience du jeune Duncan Meekins. En effet, celui-ci les avait attachés trop superficiellement. Après cet incident, la police prendra la déposition du couple, mais les descriptions des agresseurs étaient beaucoup trop floues pour que des suspects se dégagent. Des témoins déclareront aussi plus tard avoir vu des individus correspondre aux descriptions des agresseurs frapper à au moins 2 autres portes ce soir-là avant de sonner chez les Butcher. À ce stade, les frères Brailey et Duncan Meekins ne sont ni inquiétés ni soupçonnés. Mais cette agression permet de jauger le niveau de violence dans lequel les frères Brailey étaient entrés. Quelques jours plus tard, le 21 mars 1979, les frères Brailey utilisent le même stratagème pour entrer chez Michael McDuffie, un ouvrier de la ville de Richmond. Mais cette fois-ci, et ne voulant laisser aucun témoin, les frères Brailey et Duncan Meekins tuent Michael McDuffie avant de cambrioler sa maison et de prendre la fuite. 10 jours plus tard, le 31 mars 1979, les frères Brailey et Duncan Meekins se dirigent chez Edric Alvin Clark, 24 ans. Le même jour, celui-ci avait eu un différend important lié à la drogue avec Duncan Meekins. Duncan s'était alors empressé de parler de ce différend aux frères Brailey. Ceux-ci décident alors d'une vengeance. Ce soir-là, ils se dirigent donc chez Edric Clark afin de le tuer, ce qu'ils feront avec leur arme à feu. À ce stade, la police n'avait aucune idée que les meurtres et les agressions pouvaient être liés au même groupe de personnes. En effet, il n'y avait que peu de dénominateurs communs. D'une part, une agression et un incendie, d'autre part un meurtre suivi d'un vol, et enfin un meurtre lié aux drogues. Aucune piste sérieuse ne se dégageait alors. Et de leur côté, les frères Brailey et Duncan Meekins, forts de leur sentiment d'impunité, continuent de plus belle. Le 9 avril 1979, Mary Gowan, 76 ans, se rendait chez sa fille afin de faire du babysitting. Alors que celle-ci approchait de l'appartement de sa fille à Richmond, elle est repérée par les frères Brailey et Duncan Meekins. Les 4 hommes se jettent sur elle avant de la frapper et de la traîner dans le sous-sol de l'immeuble. Ils vont ensuite abuser d'elle à tour de rôle avant que Linwood Brailey ne sorte son arme et lui tire une balle en pleine tête. Après cette agression, les 4 hommes quittent les lieux calmement et rentrent chez eux. Avec une volonté surhumaine et gravement blessés,
Mary Gowan réussit à se traîner jusqu'à l'appartement de sa fille avant de frapper à la porte de celle-ci et de sombrer dans le coma. Elle décédera 90 jours plus tard, le 2 juillet 1979. Le 3 juillet 1979, Linwood, James, Anthony et Duncan sont en train de se promener dans un quartier de Richmond lorsqu'ils voient au loin Christopher Phillips, 17 ans, en train de tourner autour de la voiture de Linwood. Celui-ci pensait que Christopher souhaitait voler sa voiture et il décide de passer à l'acte. Les trois frères Brailey et Duncan Meekins se rapprochent donc de Christopher Phillips et l'encerclent. Au bout de quelques instants, ils le traînent de force dans une ruelle à proximité et commence à le frapper. Puis Linwood se retourne, ramasse un parpaing au sol et l'abat sur le crâne de Christopher Phillips, le tuant sur le coup. Après ce meurtre, les hommes retournent à leur voiture et rentrent chez eux tranquillement. Le 14 septembre 1979, les frères Brailey et Duncan Meekins étaient en chasse de leur prochaine victime. Mais après quelques heures d'errance, et frustrés de ne pas trouver la victime idéale, ils décident de se cacher dans des buissons à côté d'une discothèque de la ville, nommée le Log Cabin. Leur idée était simple, ils se jetteraient et agresseraient la première personne sortant de cette discothèque. À l'intérieur de cette discothèque jouait John Gallagher avec son groupe. John Gallagher était une personnalité de la ville de Richmond. En effet, il était connu sous le nom de Johnny G et était un présentateur d'une des radios de la ville nommée WXCI. Ce soir-là, il se produisait donc avec son groupe de country lorsqu'il décide de faire une pause et de sortir quelques instants du Log Cabin pour prendre l'air. Dès que celui-ci sort de la discothèque, les frères Brailey et Duncan Meekins se jettent sur lui, le forçant à donner les clés de sa voiture. Ils le mettent dans le coffre de sa propre voiture et se dirigent sur l'île Mayo, à quelques kilomètres de là. Sur cette île abandonnée, ils s'arrêtent, le sortent du coffre de sa voiture et l'abattent à bout portant. Ils volent son portefeuille qui contenait $6 et jettent le corps dans la rivière James. Les 4 hommes repartent ensuite avec la voiture de Johnny G et l'abandonneront quelques kilomètres plus tard sur un terrain vague. Le corps de Johnny G, ou John Gallagher, sera retrouvé le 15 septembre et sa voiture sera retrouvée le 17 septembre. La police va bien entendu investiguer dans la voiture et ils finissent par trouver une empreinte digitale. Après vérification dans leur fichier, ils découvrent que cette empreinte digitale appartenait à un certain Linwood Brailey. Linwood Brailey sera bien entendu convoqué pour être interrogé. Durant cet interrogatoire, il va déclarer être passé effectivement à côté de la voiture et avoir tenté de voler l'autoradio, d'où la présence de son empreinte à l'intérieur. Mais à cause du manque de preuves et surtout grâce à l'alibi donné par ses frères, la police sera obligée de le relâcher. Le 30 septembre 1979, à 23h, la police reçoit un coup de fil anonyme déclarant que des bruits suspects venaient de l'appartement d'une des locataires d'un immeuble de Richmond, l'appartement de Mary Wilfong, une infirmière de 62 ans. Arrivée sur les lieux, la police va découvrir le corps sans vie de Mary Wilfong étendu dans sa cuisine. Elle avait été abattue par une arme contondante et son sac à main avait été volé. Bien plus tard, Duncan Meekins déclarera que le gang des 4 voulait juste voler le sac à main de Mary, mais qu'arrivé sur place, Linwood Brailey avait soudain sorti une batte de baseball et avait frappé Mary Wilfong à mort. Le 6 octobre 1979, les frères Brailey et Duncan Meekins forcent l'appartement de Blanche Page, 75 ans, et de Charles Garner, 59 ans, dans le but de les voler. Mais très vite, le gang se rend compte que Blanche et Charles avaient remarqué leur présence. Ils vont alors totalement déchaîner leur violence. Ils vont d'abord tuer Blanche à coups de batte de baseball, puis ils vont poignarder Charles Garner avec 5 couteaux différents, une paire de ciseaux et une fourchette. Lorsque la police arrive sur les lieux, ils se rendent compte que la fourchette et les ciseaux étaient encore plantés dans le dos de Charles Garner. Nous venons de franchir un stade de violence assez terrifiant. À ce stade, la police n'avait toujours pas de suspect crédible et n'avait aucune idée qu'un groupe de tueurs en série rôdait dans Richmond. Ils avaient en revanche, après le meurtre de Garner et de Page, une description plus précise des potentiels agresseurs. Et avec le bouche à oreille, le nom des Brailey commençait à faire surface
Selon les rumeurs, 3 frères avaient créé une sorte de gang violent, commettant régulièrement des vols et des agressions. Mais à aucun moment, on pensait qu'ils étaient capables de commettre des meurtres. Par acquis de conscience, la police va quand même commencer à les mettre sous surveillance. Mais les Brailey avaient eux aussi leurs sources. Ils sont très vite informés qu'ils étaient dans les radars de la police et vont se procurer un scanner pour capter les ondes radio de la police, pour les mettre eux-mêmes sous surveillance. Un des agents chargés de leur surveillance à l'époque, Shirley Engelhardt, racontera plus tard un événement montrant que les frères Brailey avait réellement un temps d'avance sur la police. Un jour, alors qu'elle était en planque dans une camionnette banalisée devant le domicile des Brailey, les 3 frères sortent alors brusquement de la maison et se dirigent vers la camionnette en question. Au bout de quelques secondes, ils l'encerclent et s'approchent agressivement en frappant avec leurs mains sur la carrosserie. Ils se saisissent aussi de la camionnette et commencent à la secouer violemment. Au bout de quelques minutes, Linwood Brailey sort son arme et tire plusieurs fois en l'air. James suivra son grand frère en sortant aussi son arme et en tirant vers le sol. Shirley Engelhardt, terrifiée par ce qui était en train de se dérouler, réussit à garder son calme et à ne faire aucun bruit suspect. Au bout de quelques minutes, les Brailey, rassurés que cette camionnette ne contenait peut-être pas de policiers, se retournent et entrent de nouveau calmement chez eux. Cet événement sera reporté par l'agent à ses supérieurs. L'action des Brailey ce jour-là portera encore plus les projecteurs sur eux, mais plus du point de vue d'une surveillance de gang que d'une enquête pour meurtre. Comme vous vous en doutez, cela ne va absolument pas empêcher les frères Brailey de poursuivre leur périple macabre. Et ce périple va très vite atteindre son apogée dans l'horreur. Nous sommes maintenant le 19 octobre 1979. Harvey Wilkerson, 27 ans, un ami d'enfance des frères Brailey, se trouvait chez lui en compagnie de sa petite amie, Judy Diane Barton, 23 ans, alors enceinte de 8 mois, et du fils de Judy, Harvey Wayne Barton, 5 ans. La petite famille vaquait tranquillement à ses occupations lorsque Harvey Wilkerson aperçoit les frères Brailey, accompagnés de Duncan Nickins, en train de se diriger à pied vers chez lui. Connaissant leur côté violent, celui-ci décide dans un premier temps de verrouiller la porte de sa maison. Mais redoutant leur réaction, si ceux-ci se rendaient compte qu'ils venaient de verrouiller la porte, ils se ravisent et leur ouvrent finalement la porte. Dès que la porte s'ouvre devant eux, Linwood Brailey donne un coup de pied dans celle-ci, faisant basculer Harvey Wilkerson au sol. Et les 4 hommes pénètrent dans la maison. Ils se jettent sur le couple et les attachent dans le salon. Puis la violence va alors se déchaîner. Linwood décide alors d'emmener Jody Barton dans la cuisine et d'abuser d'elle à une distance suffisamment courte pour que son fils et son petit ami puissent entendre ce qu'il se passait. Dès que Linwood termine son agression, il appelle James, son frère. Celui-ci arrive dans la cuisine et abuse à son tour de Jody. Puis ce sera au tour d'Anthony. Après que le calvaire de la jeune femme soit terminé, Anthony ramène Judy dans le salon où se trouvait son petit ami et son enfant. Linwood, James, Anthony et Duncan recouvrent alors Harvey, Jody et le petit Harvey de drap blanc et James tend son arme à Duncan en lui disant « Il faut que tu en aies un ». Duncan récupère l'arme et tue Harvey Wilkerson à bout portant d'une balle dans la tête. James récupère alors l'arme et abat Jody et ensuite le petit Harvey. Nous sommes arrivés à un niveau d'horreur et de sadisme jamais encore atteint. Après avoir fini, les frères Brailey et Duncan Mickins sortent de la maison et s'enfuient en courant. Une patrouille de police dans le quartier entend les coups de feu, mais ne réussissent pas à situer le lieu d'où venaient les tirs. Mais au bout de quelques secondes, ils voient les 4 hommes en train de courir. Ils ne réussissent pas à les rattraper, mais ils avaient maintenant vu les agresseurs. Les corps seront retrouvés que 2 jours plus tard, le 21 octobre. Pour la police, ils tenaient maintenant des suspects. Ils avaient une scène de crime violente et ils avaient une description des suspects, ceux que les policiers avaient vus courir dans la rue. Ils ne faisaient aucun doute. Les probables agresseurs étaient les frères Brailey. Le 22 octobre, la police se met en planque devant la maison des Brailey. Puis au bout de quelques heures, ils sont arrêtés et emmenés au poste pour être interrogés. Lors de leur interrogatoire, les frères Brailey restent dans un silence total, n'avouant aucun des meurtres. Le salut va venir du 4e membre du gang, Duncan Mickins.
Celui-ci décide de tout avouer à condition de passer un accord de plaidoyer excluant la peine de mort de sa peine probable. Duncan Meekins va alors avouer et incriminer les frères Brailey dans le triple meurtre de la famille Wilkerson. Celui-ci donnera des précisions que seule la police connaissait. Le même jour, durant l'interrogatoire de Linwood Brailey, un ami policier de John Gallagher, l'animateur de radio tué quelques mois plus tôt, reconnaît la chevalière de John Gallagher sur le doigt de Linwood Brailey. En effet, les deux amis l'avaient acheté ensemble quelques années plus tôt. Très vite, le lien sera fait entre les frères Brailey et la mort de Johnny G. Plus tard, la montre de Johnny G sera retrouvée chez les Brailey. Et au fil des semaines, la vérité va éclater aux yeux des policiers. Et les Brailey seront inculpés des meurtres de Clark, Gowen et Wilfong. Le procès des Brailey débute le 10 janvier 1980. Au bout de quelques semaines, durant lesquelles les témoins et les psychiatres vont se succéder à la barre, le jury va déclarer les Brailey et Duncan Meekins coupables de tous les chefs d'accusation. Le 22 janvier 1980, Linwood Brailey est condamné à mort. Le 25 janvier 1980, James Brailey est condamné à mort. Le 19 mars 1980, Anthony Brailey est condamné à 109 ans de prison et Duncan Meekins est condamné à la prison à vie. Anthony Brailey et Duncan Meekins seront détenus à la prison d'État de Virginie. Linwood et James Brailey seront envoyés dans le couloir de la mort de la prison de Mecklenburg dans l'État de Virginie. Mais cette histoire est loin d'être terminée. Durant l'année 1984, Linwood et James Brailey, ainsi que 4 autres prisonniers du couloir de la mort, décident de préparer une évasion. Le 31 mai 1984, les 6 prisonniers déclenchent une mutinerie dans la prison de Mecklenburg et s'emparent de 6 gardiens dont ils prendront les uniformes et les clés. Après s'être déguisés en gardiens, les frères Brailey et les 4 autres prisonniers se dirigent précipitamment vers la sortie, simulant être en train de transporter un engin explosif. Leur stratagème fonctionne et ils sortent de la prison et s'enfuient au volant d'une voiture. Cette évasion sera surnommée l'évasion des Mecklenburg 6. Les 4 autres prisonniers ayant participé à cette évasion étaient Lem Tuggle Jr., Earl Clanton Jr., Derek Peterson et Willie Leroy Jones. Il est important de préciser que durant la mutinerie, les 4 autres prisonniers empêcheront Linwood de tuer des gardiens et d'abuser d'une infirmière. Suite à cette évasion, les 4 autres prisonniers seront arrêtés quelques jours plus tard, mais les Brailey resteront en fuite. Linwood et James Brailey étaient partis se réfugier chez leur oncle, Johnny Lee Council, dans le nord de la ville de Philadelphie. Mais la police avait devancé leur intention et avait placé leur oncle sur écoute. Le 19 juin 1984, les 2 frères Brailey sont donc arrêtés par le FBI et ramenés dans le couloir de la mort. Suite à cette évasion, leur sentence sera accélérée. Linwood Brailey sera finalement exécuté le 12 octobre 1984 et James Brailey sera exécuté le 18 avril 1985. De nombreuses questions restent en suspens concernant les frères Brailey. L'une d'elles concerne les frères de Linwood, James et Anthony. Ceux-ci auraient-ils plongé dans le crime sans la présence de leur frère Linwood? D'après les psychiatres, il est peu probable que cela soit le cas. Linwood serait responsable de leur perte de repères. Voilà âme innocente, la terrifiante histoire des frères Brailey, ou l'histoire d'un gang fraternel fasciné par la prédation qui a semé la mort de manière atroce sur leur chemin. Les frères Brailey ont traumatisé les États-Unis dans les années 70 et restent un exemple frappant d'embrigadement meurtrier. N'hésite pas à me faire part de tes remarques dans les commentaires de cette vidéo. Pour ma part, je te donne rendez-vous très bientôt pour une nouvelle histoire terrifiante. À très vite dans tes cauchemars.